Cette dissertation correspond au thème de regard croisé. Quelle politique pour l'emploi? L'intitulé est le suivant. Les politiques visant à renforcer la flexibilité du marché du travail sont-elles suffisantes pour lutter contre le chômage? Pour répondre à la question, il faut d'abord la comprendre. Et donc, analyser les termes de l'intitulé du sujet. Premier type de terme, ce qui indique la nature du travail à faire. Le terme essentiel est suffisante. Cela veut dire indispensable, essentiel. Dans le concept de suffisant, il y a deux idées. C'est d'abord un facteur important, et c'est aussi le seul. Autre terme de la nature du travail à faire, renforcer, accentuer, accroître. Lutter, réduire, diminuer. Ensuite, on va relever les termes qui indiquent le domaine de connaissance. Le terme essentiel est bien sûr politique. Ce sont les stratégies des pouvoirs publics et aussi flexibilité du marché du travail. La flexibilité est la capacité à s'adapter à l'environnement économique. Le marché du travail est le lieu de rencontre fictif entre offre et demande de travail. Autre terme, le chômage. C'est la situation du marché du travail où l'offre de travail est supérieure à la demande. Un chômeur est alors une personne sans emploi rémunéré qui en cherche un. Enfin, il faut opérer des limitations géographiques et temporelles, les pays et les époques que l'on devra traiter dans le sujet. Ici, il n'y a pas de bornage explicité. On peut en revanche en réaliser un bornage implicite quand la problématique du chômage est devenue cruciale. Autrement dit, dans le monde, depuis le milieu des années 70. On peut alors reformuler le sujet. Par exemple, supprimer les rigidités du marché du travail est-elle la seule solution pour diminuer le chômage? Ou bien, adapter la quantité et la qualité du travail au contexte économique assure-t-il automatiquement une création d'emplois? Ou encore, quels sont les intérêts et les limites d'une politique de flexibilité du marché du travail? On peut alors mobiliser les connaissances, et notamment celles qui relèvent la flexibilité du marché du travail. On peut opérer plusieurs typologies. La première sur la forme de la flexibilité. On distingue alors la flexibilité quantitative. L'idée est d'adapter la quantité de travail aux besoins. On distingue alors la flexibilité quantitative externe. C'est la faiblesse des contraintes juridiques régissant le contrat de travail. Et la flexibilité quantitative interne. Ici, on va adapter le temps de travail ou bien favoriser la mobilité de salariés dans l'entreprise. Deuxième forme, la flexibilité salariale. Ici, l'idée est d'adapter le salaire ou le coût de travail à la situation économique. Enfin, dernière forme de flexibilité, la flexibilité qualitative. Il y a alors la flexibilité qualitative externe. L'entreprise sous-traite, s'externalise, elle a recours à d'autres entreprises. Et la flexibilité qualitative interne. Ici, c'est la polyvalence des salariés. Les salariés sont capables d'opérer une rotation sur plusieurs postes. On peut aussi opérer une typologie de la flexibilité en fonction du courant théorique. Il y a alors les auteurs néoclassiques, pour qui le marché de concurrence pure et parfaite est la meilleure organisation. Pour eux, le salaire est un coût. Keynes, pour qui le salaire est un revenu. Et enfin, les néo-keynésiens, qui opèrent une synthèse entre l'analyse néoclassique et l'analyse keynésienne. Des néoclassiques, ils reprennent l'idée que les entreprises sont rationnelles, mais de Keynes, ils mettent en évidence les effets pervers de la flexibilité. On peut alors élaborer une problématique. La flexibilité du travail est-elle condition nécessaire et suffisante pour assurer une diminution du chômage? Ou bien, la flexibilité du marché du travail est-elle la solution dans un contexte de mondialisation et de concurrence accrue? Ou encore, la flexibilité du marché est-elle une solution? Et notamment, quelle forme de flexibilité? On peut alors élaborer une première ébauche d'organisation des idées. Dans une première partie, on montrera que dans un contexte de concurrence accrue due à la mondialisation, adapter la quantité et la qualité de travail aux besoins des entreprises est indispensable pour réduire le chômage. Puis, on montrera que cette solution n'est pas suffisante, car la flexibilité du marché du travail a des inconvénients.
On peut maintenant passer à l'analyse des documents. Le premier document met en évidence deux variables. La première, le taux de chômage, qui est à lire sur l'échelle de gauche. La deuxième, le taux de croissance du PIB en volume, autrement dit, l'évolution du PIB au canal de sortie l'effet de l'inflation, à lire sur l'échelle de droite. C'est pour la France, entre 1975 et 2013. Par exemple, en 1983, 6,5% des actifs sont au chômage. La même année, le PIB en volume a augmenté de 3%. Autre année, en 2009, 7% des actifs sont au chômage. Et le PIB en volume a diminué de 3%. Ainsi, ce document permet de mettre en évidence l'existence d'une corrélation entre le taux de croissance du PIB et le taux de chômage. Premièrement, on peut mettre en évidence des périodes où l'évolution du PIB et l'évolution du taux de chômage sont en sens inverse. Par exemple, en 75-79, le taux de croissance du PIB passe de moins 1% à 1%, et le taux de chômage est multiplié par 2,5, de 4 à 10%. Ou bien, entre 2007 et 2009, il y a une récession. Le PIB diminue de 3% en 2009, et le taux de chômage augmente de 8 à 10%. Ainsi, ces exemples montrent que la croissance économique assure une diminution du chômage, et que, en revanche, quand le PIB diminue, le chômage augmente. On peut donc en conclure que la flexibilité du marché du travail n'est pas une solution suffisante pour réduire le chômage. Il faut une autre condition, la croissance économique. Mais on peut aussi trouver des exemples, des périodes, où l'évolution du PIB et l'évolution du taux de chômage vont dans le même sens. Par exemple, entre 82 et 89, le taux de croissance du PIB est multiplié par 2,5. Et le taux de chômage est aussi multiplié par 1,5. De même, entre 1998 et 2002, il y a une récession. Le taux de croissance qui passe de 4 à 0,5%. Et le taux de chômage passe de 10 à 7%. Ainsi, la croissance économique n'entraîne pas toujours une diminution du chômage. La croissance n'est donc pas une condition suffisante. Il en faut une autre, c'est la flexibilité. Le deuxième document met en relation deux variables. La première, c'est le taux de chômage structurel, c'est-à-dire le chômage qui ne dépend pas de la croissance, mais de structure de l'économie, des rigidités, du code du travail. Et le deuxième indicateur est l'indice de flexibilité, qui mesure l'absence de rigidité. Ces données le sont pour différents pays. Par exemple, en France, le taux de chômage structurel est de 9% et l'indice de flexibilité de 0,15. Ce document nous permet de nous répondre à une question. Y a-t-il une corrélation entre flexibilité et chômage structurel? Là aussi, les données vont nous donner des réponses très différentes. Premièrement, on peut remarquer que plus la flexibilité est faible, plus le taux de chômage structurel est fort. En comparant l'Espagne, où l'indice de flexibilité est proche de 0 et le taux de chômage structurel de 11%. Avec l'Autriche, avec un indice de flexibilité beaucoup plus fort, de 0,5, et un taux de chômage beaucoup plus faible, de 4%. Mais on peut aussi trouver des contre-exemples et voir que plus la flexibilité est faible, plus le taux de chômage structurel est faible. On compare alors la Norvège, où l'indice est proche de 0 et un taux de chômage structurel de 4%, avec la Finlande, où l'indice de flexibilité est plus fort, de 0,15, donc le taux de chômage est 2 fois plus grand, et de 9%. Le troisième document est un tableau. Il nous donne l'évolution de deux variables, les dépenses de consommation des ménages, avec le pouvoir d'achat du revenu disponible brut. Et ce, pour la France entre 2006 et 2012. Par exemple, en 2008, les dépenses de consommation ont augmenté de 0,3% en volume. Et le pouvoir d'achat du revenu disponible a augmenté de 4%.
en 2008. On remarque avec ce document qu'il y a une corrélation positive. Le pouvoir d'achat et la consommation évoluent dans le même sens. Ainsi, en 2007, le pouvoir d'achat a augmenté de 3% et la consommation de 2,3%. Alors qu'en 2012, le pouvoir d'achat et la consommation ont baissé de 0,9% pour le pouvoir d'achat, de 0,4% pour la consommation. Ce document est donc à relier avec l'analyse de Keynes. La consommation est une partie de la demande effective. Elle dépend du pouvoir d'achat, donc du salaire. Le document 4 met en évidence la baisse des charges sociales depuis 1992. Ainsi, la baisse des cotisations sociales est de 27,6 milliards en 2012. On remarque que les allégements de charges ont été multipliés par 10 en 20 ans. Elles étaient de 1,9 milliard d'euros en 1992, elles sont de 27,6 en 2012. Ainsi, la flexibilité du coût du travail a été une solution adoptée par le gouvernement français. On peut maintenant donner le plan final. Dans une première partie, on montrera que la flexibilité quantitative externe est une condition nécessaire pour résoudre le chômage, puis qu'elle est insuffisante et présente des limites. En revanche, la flexibilité est indispensable, une autre forme de flexibilité, une flexibilité qualitative. Dans une première partie, on va donc montrer que la flexibilité quantitative externe est une condition nécessaire pour résoudre le chômage. D'abord, un constat, dans le document 1. Le chômage n'est pas uniquement conjoncturel. Ainsi, entre 1998 et 2002, le taux de croissance passe de 4% à 0,5% et le taux de chômage augmente. De même, entre 82 et 89, le taux de croissance du PIB est multiplié par 2,5 et le taux de chômage est multiplié par 1,5. Les raisons sont les rigidités sur le marché du travail. Le coût du travail ne peut diminuer, c'est le SMIC et les charges sociales. Et il y a des restrictions à l'embauche et au licenciement. Les solutions proposées par les auteurs libéraux sont alors d'adopter une flexibilité quantitative externe. On va réduire les contraintes juridiques qui régissent le contrat de travail. Les entreprises n'ont donc pas peur d'embaucher car le licenciement est facile. Ensuite, le coût du licenciement devient nul puisqu'il n'y a pas d'indemnité de licenciement. Mais aussi une flexibilité quantitative interne. On va flexibiliser le temps de travail. Par exemple, les heures supplémentaires ne sont pas majorées, ce qui permet de réduire le coût du travail. Autre solution proposée par les auteurs libéraux, la flexibilité salariale. Ainsi, les salaires et le coût du travail vont s'adapter à la situation économique. Le coût du travail peut alors diminuer. Ainsi, le salaire doit baisser en période de chômage. Il y a aussi un allègement des charges sociales. Ainsi, on a vu dans le document 4 que les allègements de charges ont été multipliés par 10 en 20 ans. Comme le coût du travail diminue, la productivité marginale du travailleur devient supérieure à son coût. Ainsi, le calcul coût-bénéfice d'entreprise est modifié. Les entreprises embauchent. Et, c'est ce que l'on remarque dans le document 2, plus la flexibilité est forte, le taux de chômage structurel est faible. On pouvait faire la comparaison entre l'Espagne et l'Autriche. Cependant, cette flexibilité quantitative externe a des limites. En effet, on a remarqué aussi dans le document 2 que les exemples de la Norvège et la Finlande montraient que plus la flexibilité était faible, plus le taux de chômage structurel était faible. En effet, la flexibilité quantitative externe a des limites. Le salaire est certes un coût pour l'entreprise, mais aussi un revenu pour les ménages. Les cotisations sociales sont un coût pour l'entreprise. C'est aussi un revenu de remplacement pour les ménages. On a alors
des effets pervers de cette flexibilité quantitative externe. Le pouvoir d'achat augmente lentement, voire diminue. Or, il y a une corrélation positive entre hausse du pouvoir d'achat et hausse de la consommation, ce qu'on voyait dans le document 3. La consommation augmente lentement, voire diminue. Or, la consommation est une part essentielle de la demande effective, qui est, chez Keynes, un déterminant essentiel de la demande de travail. La demande de travail diminue alors, le chômage augmente. On voit bien, en effet, dans le document 1, que la croissance économique assure une diminution du chômage. Ce sont dans les périodes 74-79 ou 2007 et 2009. Autre effet pervers, mis en évidence par les néo-keynésiens, la baisse du salaire entraîne une moindre implication des salariés. C'est la théorie du salaire d'efficience. La productivité peut alors davantage diminuer que le salaire. Mais ce n'est pas parce que la flexibilité quantitative externe a des limites qu'il faut abandonner toute idée de flexibilité. Certaines formes de flexibilité permettent de lutter contre le chômage. C'est notamment la flexibilité qualitative, externe. On va externaliser, on va avoir recours à d'autres entreprises. On peut alors se spécialiser sur le cœur de métier, mais aussi interne, avec la polyvalence des salariés, qui peuvent alors changer de poste. Ces deux formes permettent alors d'augmenter la productivité, donc de gagner en compétitivité prix, donc de gagner des parts de marché et de réduire le chômage. Pour l'introduction, il faut une idée d'accroche, soit tirer des documents, par exemple la politique de réduction des charges sociales en France depuis plusieurs années, ou bien la montée du chômage, que connaît la France ces dernières années. En conclusion, une ouverture, par exemple, reliée à une connaissance du cours, relier la hausse du chômage aux inégalités ou au déclassement. Ou bien, une ouverture, quelle stratégie pour le nouveau gouvernement ?